Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast. Aujourd'hui donc épisode numéro 5. On va parler donc de jeûne intermittent, aussi donc de l'alimentation locale, l'avantage donc de faire les deux ensemble. Et indirectement aussi on parle donc d'hypotoxique, alimentation hypotoxique. Chose que moi je connaissais moyennement bien. Donc on a développé avec mon invité donc Olivia Charlet, donc, qui est nutritionniste, experte en alimentation donc cétogène aussi, le jeûne aussi qu'elle fait, enfin, plein de choses qu'elle est en plus végane, donc végane et cétogène. Donc, je pensais qu'il y avait que des végétariens ou des cétogènes tout court, donc il y a aussi donc des véganes cétogènes. Donc très heureux de parler et de discuter avec elle. On va donc développer plein de sujets. Elle va malheureusement ou heureusement parler technique, donc moi j'ai appris aussi beaucoup de choses. Des termes plus techniques donc, que je vais aller chercher, je vais les mettre dans le résumé. Et je pense, comme je l'ai dit, on fera un deuxième épisode. C'était à moi en fond d'essayer de traduire ce que je pouvais. Mais ça va être un peu technique. Donc si vous aimez la technique, c'est bien. Si vous n'aimez pas, donc il va falloir donc attendre les prochains épisodes. Ou sinon, je mettrai des liens vers d'autres épisodes qu'on a fait où on parlait un peu plus en profondeur donc des sujets comme les aliments ultra transformés, l'acétose et le microbiose. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à partager, à commenter, à me proposer aussi donc d'autres invités et des interviews, des sujets que vous voulez qu'on traite ensemble et qu'on développe, parce que là, comme je dis dans cet épisode, on parle de beaucoup de choses et on peut pas trop parler, des fois on n'a pas le temps. Là, on avait qu'une heure, on avait plus, mais bon, il y a eu des problèmes techniques, donc voilà. Donc à tout de suite avec Olivia. Bonjour Olivia, comment vas-tu? Très bien. Bonjour Thierry. Merci de prendre le temps aujourd'hui. On aura moins de temps de prévu parce qu'on a eu des petits problèmes techniques. Donc, Pas de souci. je vais te laisser te présenter et ensuite on va parler donc du jeûne et donc aussi donc de l'avantage de faire le jeûne plus le low carb ou le keto. Enfin, on va choisir. Hein. Et toi aussi, tu as aussi une particularité. Donc, tu parles aussi donc de l'hypotoxie, si je ne me trompe pas. Mais bon, on va y aller après. Je te laisse te présenter. D'accord, ok. Moi, je suis naturopathe, mais je fais essentiellement, je suis surtout micronutritionniste. Oui, Donc, la micronutrition, en fait, on travaille sur les dysfonctionnements cellulaires. Il faut bien d'accord. comprendre qu'on est tous uniques. On a, alors c'est des termes un petit peu compliqués, mais on est tous, on a un polymorphisme génétique. C'est-à-dire qu'on a reçu pour chaque cellule, chaque élément de notre corps, une recette de son père, de sa mère, sur 22 000 combinaisons, ce qui fait qu'on est tous différents. Et donc, je travaille en fait là-dessus pour voir en fait les dysfonctionnements qu'on peut avoir sur des enzymes, sur les cellules et sur les mitochondries, et également sur le microbiote, parce que c'est en lien en fait avec tous les problèmes de santé. Et effectivement, je travaille sur le jeûne parce que c'est quelque chose de très important, le jeûne intermittent. Ça active énormément de processus au niveau de la santé. Et puis également sur une alimentation qui peut être ce que j'appelle low carb ou cétogène, suivant la problématique de la personne. Effectivement, j'ai écrit plusieurs livres sur ce sujet. Oui, donc Voilà. il y en a un très grand nombre. Donc, je mettrai les liens pour ceux qui sont intéressés. Donc, bon, donc ça Voilà, tombe bien. Donc, oui, et en fait, j'ai fait ça pour des raisons de santé, hein, parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé très jeunes, il y a 15-16 ans, oui. de pathologies auto-immunes et de cancer. Donc, j'ai perdu un organe, et puis bon, voilà, ça s'aggravait, effectivement. C'est ce qui a fait que j'ai fait ce métier et qu'aujourd'hui, j'ai aucun traitement et j'ai aucun symptôme. Voilà. C'est marrant, on en parlait en off et parce que tu m'as même tu m'as posé des questions, je me demandais pourquoi tu poses des questions et tu as eu raison. Maintenant, je comprends mieux. C'est que je pensais que c'était juste naturellement, c'est ça, parce que tu aimais la nutrition, c'est ton métier. En fait, quand tu l'as fait parce que tu as eu des soucis comme beaucoup de personnes, en fin de compte. Tout à fait, tout à fait. On réagit malheureusement après qu'on pourrait le faire avant. Eh oui, mais bon, effectivement, on est dans une société où on n'a pas toutes ces informations et puis on est beaucoup influencé. Donc derrière, souvent on se dit pourquoi changer? J'aime bien ça. Et puis souvent on ne fait pas le lien entre l'alimentation et sa santé. Et pourtant, on a des grands auteurs ou des grands philosophes qui l'ont dit. Hein. Il y a plein de phrases qui existent, qui sont bateaux, mais qui indiquent que tout part du ventre, de l'intestin, tout part de ce qu'on mange. Mais malheureusement, on n'écoute pas. Comme tu dis, on est influencé par le groupe, d'ailleurs, que tout le monde mange de la même façon, l'industrie, et en fin de compte, et aussi la pub, malheureusement. Ce qu'on mange, hein, ce qu'on achète dans les supermarchés, ce qu'on a appris à manger dans sa culture, à la cantine. Bon, voilà, il y a plein de. Voilà, il y a tout ça. C'est rare d'avoir toutes ces informations étant jeune, quoi, hein, de ce Mm. que j'ai appris après, oui, Bon, effectivement. Ouais. on va y remédier aujourd'hui. Donc, on va commencer par le jeûne. Comme je t'ai dit en off, moi, ça fait bientôt 4 ans que je le fais. Euh, Mhm. Quel est l'intérêt du jeûne?
les personnes qui écoutent là actuellement, qui hésitent, qui sont dans le doute, qui entendent parler de ça, parce que il y a un peu malheureusement les médias qui en parlent en façon de mode, sans vraiment Tu, le tu, savoir. Oui, tu parles du jeûne plusieurs jours ou plutôt du jeûne intermittent? c'est comme tu veux, parce que moi pour tout te dire, j'ai pas fait le plus que j'ai fait, c'est 48 heures. Je voyais pas l'intérêt. D'accord. Moi, en fin de compte, j'ai pas de problème. J'ai même eu interviewé une fois sur un autre podcast Eric Bernzin qui a fait 12 jours, qui a fait un livre dessus. Je me suis dit un jour, je Mhm. ferai 13 jours, mais quand j'ai fait 2 jours, je voyais pas l'intérêt, je le faisais. Mais bon, j'ai l'impression que c'était plus pour la compète, et je sens que je peux le faire, mais je me suis dit, j'ai pas l'intérêt. Alors, il y en a qui sont gros, qui ont des problèmes de santé, je sais pas quoi. Moi, je le fais depuis 3 ans et demi, je fais le 16-8 heures ou le 18-8 heures. Mhm. 8 heures, 18-6 heures. Des fois, Ouais. je fais 24 heures quand j'ai envie. Mais maintenant que je le fais comme je le fais en longue, je me sens plutôt bien, je vois pas l'intérêt, donc je l'ai fait une fois pour tester. Je pourrais même demain faire 72 heures. D'autres le font pour la compète ou peut-être pour la santé. Donc voilà, moi, je le dis. D'accord. Alors toi, D'accord. donc pourquoi tu le ferais? Pourquoi tu le conseillerais aux gens et pourquoi c'est Ah intéressant pour bah, toi? d'accord. Mais moi, je conseille déjà de faire le 16-8, dont tu parlais, donc 16 heures de jeûne et une plage horaire de 8 heures pour manger. Donc d'avoir Oui, 2 repas par jour. Parce qu'effectivement, on va stimuler, déjà, on va faire baisser une hormone qui aujourd'hui est beaucoup trop activée, c'est l'insuline, oui. hein, parce que ça va faire baisser le taux de sucre dans le sang. Ça va activer une autre hormone qui est le glucagon, donc ça va aussi, voilà, on peut le faire pour la perte de poids, hein, T'as parce dit que quoi? J'ai pas entendu. Le cagon? le glucagon, Ah, le glucagon, bah, je n'ai pas entendu. oui, D'accord. ouais, ouais, en fait, il y a 2 hormones, l'insuline et le glucagon, qui sont fabriqués par le pancréas. Oui, Et c'est un peu comme une balance. Quand l'insuline est élevée, le glucagon est bas, hein. Et d'accord. l'insuline, pour faire simple, c'est une hormone de stockage. Et le glucagon, une hormone de déstockage qui va aller chercher nos graisses qui sont stockées sous forme de triglycérides. Un triglycéride, c'est un glycérol et 3 acides gras. Le Oui. glycérol fait que il va être transformé via une voie, je ne vais pas rentrer dans le détail, en sucre. Donc, ce qui fait qu'on a toujours un taux de sucre dans le sang normal sans manger, hein. Que ce soit sur un jeûne d'ailleurs de 16 heures que sur un jeûne d'une semaine, hein. C'est pour ça Oui. que les personnes qui jeûnent une semaine, voire plus, n'ont pas d'hypoglycémie. Et les acides gras, les 3 acides gras, vont être brûlés dans nos petites centrales d'énergie qui s'appellent des mitochondries. Donc, on va perdre du poids. Donc, effectivement, le jeûne, ça active, donc ça travaille sur toutes les maladies qui sont liées au syndrome métabolique, au diabète, hein, ou au pré-diabète. Hein, quand on prend du poids insidieusement au fil des années sans changer son alimentation, c'est bien parce qu'on a une résistance à l'insuline, Oui. hein. On a des récepteurs sur les cellules, hein, qui, si on les stimule en permanence parce qu'on mange beaucoup de féculents, de sucre, euh, vont s'encrasser. Le sucre ne va plus rentrer dans les cellules, hein. D'accord. Et donc ce sucre va être ramené par l'insuline au foie qui va le transformer en graisse. C'est comme ça qu'on prend du poids, Mais hein, donc, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fin de compte, quand tu as parlé du jeûne, et j'aimerais aussi revenir dessus après, donc tu as parlé de 2 repas, même si on fait le jeûne, parce que moi, en fin de compte, comme je t'ai dit en off, je l'ai fait, mais je mangeais normalement, entre parenthèses. J'ai jamais aimé les régimes et je ne comptais pas me priver. Donc ça, c'est des phrases bateau, mais bon, c'est un peu la vérité. Donc je faisais le jeûne, mais je voyais pas de grande différence. À part que j'avais une meilleure digestion, je me sentais mieux parce que j'étais vide, entre parenthèses. Surtout que quand on fait le jeûne, on puise rapidement, en fin de compte, dans son sucre, on va dire, dans son glucose. Et donc moi, en fin de compte, je suis venu parce que après les repas, bien sûr, comme tout le monde, je dévorais comme un dingue au premier repas. Je faisais une grosse sieste, j'étais fatigué, je me sentais pas bien. Et je continuais à grignoter. Donc, et même quand j'ai commencé donc en low carb, on m'a conseillé d'arrêter en fin de compte de prendre 2 repas parce que entre temps, je prenais des fois un petit goûter ou je grignotais, même si c'était du gras. Et on m'a dit non. Même quand tu grignotes, en fin de compte, ça aussi, comment dirais-je, Ah bah ça stimule, on titille un peu l'insuline. Voilà, tout à fait. bah, oui. Après, c'est vrai que c'est mieux de manger un avocat que de manger des gâteaux, ça c'est sûr. Oui, non, mais Mais c'est encore un ouais. problème parce que j'en ai parlé sur un autre épisode. Même quand je suis passé en low carb, j'avais un gros problème parce que, mais bon, j'apprenais, hein, c'est qu'avec le jeûne et plus le low carb, bon, moi, j'ai pas de problème de poids, hein, ça va, la santé, Mhm. ça va. Mais je prenais donc des noix et des baies. On m'a dit, il y a quand même du glucide, comme j'en prenais beaucoup, ben, ça revient à la Ouais. même chose en fin de compte, ça n'a pas de sens. Il faut soit mettre plus de gras dans mon premier repas, donc un avocat complet, parce que moi, je suis comme grand, je fais quasiment 2 mètres et près de 100 kilos, peut-être mettre plus de gras. Moins de glucides, parce que comme je suis végétarien, je prenais beaucoup de salade. Bon, il y a peu de glucides dedans, mais ben, comme je suis un ancien végétarien, enfin toujours végétarien, je fais des gros plats avec plein de légumes, et peut-être des légumes des fois font trop de glucides. Bon, c'est rare ça, mais bon, voilà. Mais j'avais quand même une faim à 4 heures et je grignotais un peu. Ce qui a, D'accord. Ah, voilà, c'est pas bon, effectivement, hein. Moi, voilà.
Bah, si je parle de mon expérience, moi, je ne mange que 2 repas, hein. Moi, je suis même végétalienne, hein, effectivement, je vais prendre un repas entre midi et 13h et un autre repas en fin de journée, c'est tout. Et même si je fais du sport, parce que je fais pas mal de sport, voilà. Et un avocat, oui, je peux en manger un ou deux, et je fais 50 kilos. Donc voilà, c'est pas une histoire, mais c'est D'accord, ok. justement, c'est d'utiliser les bons aliments. Et pour revenir aux jeunes, donc effectivement, c'est lié à ces hormones, hein. L'insuline, c'est vraiment hyper inflammatoire. Donc c'est pas qu'une histoire de poids, hein, parce que on peut être en hyperinsulinisme et être mince parce que ça entraîne de l'inflammation, des maladies inflammatoires. Et puis, il faut savoir que le jeûne, il va agir aussi sur d'autres choses. Le jeûne intermittent, il va agir sur des gènes qu'on appelle des sirtuines, Les qui, sirtunes? oui, les sirtuines, Oui. qui vont en fait, qui vont en fait limiter le vieillissement. Donc, ça a une action, on va dire, anti-âge, et ça a une action surtout de protection du cerveau du vieillissement, hein. Ça active la production d'une enzyme qui s'appelle la sirtuine 1. Et ça stimule donc ces gènes qui activent aussi les réparations au niveau de l'organisme. Et il y a un processus qui est très important, il faut vraiment parler dans le jeûne, c'est l'autophagie. Ah bah, j'allais te poser la question. Tu vois, comme Voilà. quoi, je suis content. Mais c'est lié à ces gènes, hein, à ces sirtes, hein. On appelle ça des sirtuines, hein, la sirte 1, la sirtine. Ça augmente le nombre de mitochondries, donc les centrales d'énergie. C'est important. C'est aussi pour ça que ça a des actions aussi au niveau du sport. Ça augmente la sensibilité à l'insuline parce que ça répare les récepteurs insuline. Ça stimule le processus d'autophagie et ça anime tous les voies inflammatoires. Alors, les processus d'autophagie, il y a eu un prix Nobel, si je ne me trompe pas, c'était en 2016, un japonais, sur le sujet, hein, parce qu'il a identifié les gènes justement de ce processus. C'était en 2016, oui. En fait, ce qui se passe, l'autophagie, c'est que si on laisse le corps au repos, il peut se nettoyer au niveau cellulaire. Ça tombe bien. En- Je vais te couper parce que 30 secondes, parce que j'avais ça la question et j'ai peur de l'oublier. Donc là, on parle d'autophagie. Donc j'ai deux, trois questions qui vont arriver. Excuse-moi, j'ai posé tout en même temps. À combien de temps, en fin de compte, on est en système d'autophagie? Et moi, j'avais entendu, en fin de compte, que pour une personne qui mange normalement, qui ne peut pas faire le jeûne tous les jours comme moi ou comme toi, qui fasse tous les trimestres un jeûne de 3 jours, ça va rebooster son système et il va repartir à zéro, entre parenthèses. Est-ce que c'est vrai? Alors, il y a eu des études là-dessus, c'est un jeûne de 4 jours, 4 jours, hein. d'accord. Ouais, mais ce qui est mieux quand même, parce que justement, quand on fait des jeûnes, moi je suis pas mal de personnes qui vont faire des jeûnes d'une semaine, une fois par an ou 2 fois par an, plus pour perdre du poids, et qu'après ils vont reprendre une alimentation, même si elle est bio, qui font attention, mais qui va être assez glucidique, ils vont tout reprendre. Donc ça va plus stresser l'organisme. Pour ça, Donc, je suis pas très pour les jeûnes d'une semaine, je suis plus pour des jeûnes, en fait, déjà. Moi, je jeûne, on va dire, quasiment tout le temps 16 heures ou 18 heures, hein. Ça m'arrive de faire 24 heures, mais voilà. mais t'es un cas à part. C'est pour ça que j'ai voulu donc faire le sujet sur le jeûne et le low carb, parce que c'est plus facile quand on est en low carb que si on est en alimentation classique. Ah, bien Le fait, sûr. voilà, donc ouais, c'est pour ça que je voulais préciser. Donc, ceux qui écoutent et qui voulaient faire que le jeûne, c'est mieux de faire les deux. Jeûne plus. Oui, oui, Voilà, tout à fait. j'ai écrit un livre là-dessus. Effectivement, ça peut surprendre parce qu'il y a pas mal de livres sur le sujet. J'ai bien insisté après sur le fait que si on veut justement que ça soit facile, entre guillemets, il faut pas. C'est sûr, si je mange des choses glucidiques, sucrées, des fruits, etc., je vais plus avoir faim 1 heure et demie ou 2 heures après. Donc, je Et, vais sur- avoir beaucoup plus de mal de jeûner. et surtout que ça Alors, va donc, par rapport à ce que tu as dit avant, ça va créer des inflammations qui, dans tous hmm, les cas, voilà, ne règlent pas le problème. On fait le jeûne qui est bien, mais comme on mange, entre parenthèses, mal, ben, on ne règle pas le problème. tout à fait, ouais. Donc, par rapport au jeûne, donc c'est 16-8 heures. J'avais une question parce que j'ai écouté, même pour la cétose, hein, j'ai la même question. C'est qu'on m'a indiqué en fin de compte que selon qu'on jeûne ou même qu'on mange low carb, comme on est homme et femme, il y a une différence qu'il faut faire attention par rapport à plein de petites choses. On ne peut pas conseiller un jeûne à un homme et une femme parce qu'il y a des différences, on va dire, d'hormones et que il y a quand même des trucs où il faut faire attention. Oh non, 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 il n'y a pas de. Là-dessus, c'est intéressant pour les femmes, par exemple, pour
les problèmes d'endométriose, des ovaires polykystiques, parce que c'est lié, les syndromes des ovaires polykystiques chez les femmes, ou l'endométriose, c'est lié à de l'inflammation, à l'hyperinsulinisme. Les problèmes de perte de cheveux chez les femmes, d'hyperandrogénie, c'est pareil, mais chez un homme, non, il n'y a pas, là-dessus, il n'y a D'accord. pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Et si toi, donc, on donnait le choix entre faire le jeûne et l'alimentation donc pauvre en glucides, lequel tu choisirais, lequel est plus intéressant, le plus important? C'est difficile de répondre parce que je dirais déjà de faire un jeûne de 16 heures en premier, et puis essayer de changer son alimentation. C'est pas facile de tout changer d'un seul coup, hein. Déjà peut-être de faire le premier repas de la journée au moins pauvre en glucides, et le deuxième de travailler avec des index glycémiques plutôt moyens, déjà pour tenir plus facilement, parce que c'est pas simple pour changer son alimentation. Ouais. Mm. L'idée, c'est pas d'être frustré et puis après de craquer sur tout parce que c'est trop dur, quoi. D'accord, Hein. donc le cas, je suis bien content que tu répondes ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre. Moi, j'avais une personne, enfin un docteur que j'écoute bien beaucoup aux États-Unis, docteur Berg, je crois, qui dit que le jeûne intermittent, logiquement, est techniquement le plus efficace, mais ça n'a pas de sens comme on a dit tout à l'heure, de manger en alimentation classique glucide derrière. Ça n'a pas de sens. Donc, vaut mieux donc faire les deux que le jeûne qui Oui. a fait ses Ou, preuves, on va dire. ou voilà, moi, ce que je recommande aussi, c'est si c'est trop difficile, de toute façon, il faut y aller par étapes. C'est par exemple de jeûner le matin, le midi de faire plutôt un repas plutôt pauvre en glucides, donc à base de protéines, de légumes pauvres en glucides et des bonnes huiles, hein, comme les oméga 3, mais aussi les huiles de coco, l'avocat. Et puis derrière, le soir, faire un repas avec un peu de glucides, mais bien les choisir. Et effectivement, quand je parle d'hypotoxique, c'était une de tes questions, hein. Hypotoxique, ça fait référence au docteur Seignalé, hein. C'est de travailler justement sur la perméabilité intestinale, hein, parce qu'il faut savoir que notre première barrière immunitaire, c'est l'intestin. Et si voilà, on a fait des excès alimentaires, on n'a pas eu une alimentation très équilibrée, on a eu beaucoup de stress dans sa vie, des chocs émotionnels ou du stress de tout type, qu'on a mangé vite, etc., on n'a pas mastiqué, on n'avait plus d'acide dans l'estomac parce qu'on était hyper stressé, et ben on a mal découpé certaines protéines. Il y a des protéines qui sont hyper difficiles à découper, comme le gluten, la caséine, qui est la protéine des produits laitiers. Des fois, parfois, chez certaines personnes, c'est le blanc d'œuf. Ça peut être certains oléagineux, mais c'est surtout, on va dire déjà, Seignalé beaucoup travaillé dessus, c'est les protéines des céréales, mais également l'avoine et le maïs, et les protéines des produits laitiers, hein, qui sont hyper difficiles. Et si vous commencez à manger ça en permanence et vous avez un intestin en plus hyper perméable, vous allez créer, ça va passer, ces peptides, c'est des protéines mal découpées qui passent et qui ne vont pas être reconnues par le système immunitaire. Et le système immunitaire va créer en fait des armes contre ces molécules parce qu'il va les voir comme des pathogènes, comme des virus. Wow, il va voir ça comme ça et va créer des anticorps, hein, qu'on appelle des immunoglobulines de type G, des IgG. Hein. Donc, c'est des allergies retardées, des allergies de type 3. Et ça crée, en fait, à force que ça stimule le système immunitaire en permanence, ça crée des inflammations. On appelle ça une inflammation de bas grade, c'est-à-dire à bas bruit. Et en plus, que ça va créer, tout ne va pas passer par la muqueuse intestinale, ça va continuer son chemin et ça va en fait dans l'intestin, ça va être la nourriture en fait de bactéries ou de champignons qui sont pathogènes. Et ça va créer ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote. Et qui va, en plus, c'est un cercle vicieux, créer de l'inflammation. Une candidose, par exemple, c'est des champignons qui se nourrissent de sucre, de produits laitiers et de féculents. Si on est addict à ces aliments, eh ben, ils attaquent la muqueuse intestinale. Ils créent une perméabilité intestinale. Donc, on ne s'en Mais, sort pas. mais comme tout à l'heure, tu parlais en fin de compte qu'on est tous un peu différents, enfin qu'on est tous différents en fin de compte, parce que moi actuellement, comme je t'ai dit, il y a plus de 15 ans, j'étais vegan. En plus, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je suis venu aussi, bon, il y a aussi il y avait un côté philosophique, mais il y avait aussi un côté, mais pas les vrais, hein, qui ne mettent pas de chaussures en cuir et autres, juste moi, c'était les aliments. Et en Ouais. fait, c'était par rapport je crois que c'était aussi bon, le poids, mais c'était aussi par rapport au lait. Je digérais mal le lait et les céréales, parce que quand on a grandi, on grandit avec ça. J'avais des grosses douleurs, donc je me suis naturellement, j'ai arrêté le lait et j'avais écouté, donc je crois, de Body You Deserve de Tony Robbins, 6 heures d'audio, il parlait donc de comment on traite les animaux, tout ça, donc j'ai arrêté tout de suite d'un coup, assez facilement. Mais je suis revenu parce que j'aimais bien tout ce qui était produits laitiers, alors que le fromage et autres.
Donc, quand tu parles de produits, c'est tous les produits laitiers, parce qu'aux États-Unis, et quand on parle Oui. de cette chose, on parle plus qu'il faut arrêter le produit de vache, mais on peut prendre donc les. Non, c'est tous les produits. Scientifiquement, la caséine, c'est les protéines, c'est les mêmes dans la brebis, la chèvre D'accord. et la vache. Hein, moi, ça fait 15-16 ans que je ne mange pas de produits laitiers, pas parce que je ne trouvais pas ça bon, hein, mais parce que effectivement, ça crée des processus inflammatoires. C'est Et c'est une pour des ça que je te pose raisons la question. où Et ça, c'est pour ça que je te pose la question pour préciser. Est-ce qu'on est tous pareils? Est-ce que donc certains, ça va pas leur gêner de problème et d'autres, ça va leur en causer? eh ben non, on n'est pas tous pareils. Effectivement, après, il faut faire des tests. Hein. Si on est grand consommateur, justement pour voir si on a une perméabilité intestinale. Moi, je travaille avec des analyses en micronutrition, qui sont des analyses spécifiques, comme la LBP, c'est l'hypopolysaccharide binding protéine, hein, qui permet de Oui. voir justement le passage on va dire, pour simplifier, de bactéries pathogènes par la muqueuse intestinale et qui crée de l'inflammation. Ça, c'est intéressant de le faire. Et on peut faire certains IgG. Et effectivement, il y a des personnes, même dans l'alimentation cétogène, où moi, c'est toujours des tests que je fais. Donc, je fais toujours une mise en place d'une alimentation personnelle, personnalisée, parce que il faut bien comprendre que l'inflammation, ça fait. Si vous faites une alimentation cétogène et que vous ne perdez pas de poids, c'est qu'il y a de l'inflammation. C'est-à-dire qu'il y a des aliments que vous mangez qui ne vous conviennent pas. Donc, si vous faites des IgG contre les produits laitiers, c'est que c'est inflammatoire pour vous et il faut arrêter. Il y en a d'autres, ça va être les œufs. Hein. Voilà, dans l'alimentation cétogène, de toute façon, il n'y a plus de céréales. Donc, l'histoire du gluten ne se Non, il n'y a pose plus de pas. céréales, mais c'est marrant que tu dis ça parce que pour certains, le roi, en fin de compte, de l'alimentation cétogène, c'est les œufs. Enfin, non, Ouais. c'est les avocats et le coco, on va dire, et l'huile d'olive. Mais dans certains aliments, Ah c'est bah, les œufs. il y a beaucoup de livres où, des fois, ça me fait faire un peu des bons, mais où on voit plein de crème fraîche, plein de fromage, plein d'œufs. Mais voilà, il faut personnaliser. Moi, je travaille aussi beaucoup avec des enfants autistes ou dans des pathologies bien particulières, des scléroses en plaques, des polyarthrites rhumatoïdes ou plein de maladies auto-immunes différentes, ou maladies neurodégénératives comme le Parkinson. Ben, il faut personnaliser. Il y en a, ils ne peuvent pas manger d'amandes. Voilà. Donc, parce que mais c'est pas le fait, c'est le fait qu'ils ont créé des anticorps contre et que leur intestin est abîmé. Et il faut réparer l'intestin. Donc, c'est tous des protocoles à mettre en place. Mais en tout cas, pour revenir aux jeunes ou à l'alimentation pauvre en glucides, ça agit quand même beaucoup sur le microbiote parce que ça ne nourrit plus les champignons, les candidats, et ça ne nourrit plus non plus les bactéries de fermentation. Donc, D'accord. ça a un impact aussi si quelqu'un a plein de processus. Parce qu'un candidat, ça crée de la fatigue, ça peut créer de l'infertilité chez les femmes, des déprimes, des dépressions. Hein, on ne fait pas le lien. Ça crée chez les sportifs des tendinites à répétition, des blessures, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui mangent beaucoup de sucre ou de féculents. Donc, c'est intéressant voilà, de savoir dans quel état est son microbiote. Hein. Et Donc, concernant donc le jeûne intermittent, donc tu as parlé un peu oui. tout à l'heure donc de 4 jours. Pour ceux qui le font de façon, parce que encore moi, j'écoute plutôt en plus d'informations. C'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast chez les Mmh. anglo-saxons. Donc, j'ai pas Mmh. malheureusement d'infos en France. J'avais entendu une personne qui disait qu'il faut faire attention à faire les jeûnes trop longtemps. Moi, ça fait 3 ans et demi que je le fais. Je me suis quasiment jamais arrêté. Peut-être une fois par trimestre, un dimanche, je mangeais le matin avec les enfants. Est-ce il y a un effet négatif sur le très long terme si on le fait tout le temps, comme toi et moi, tout le temps? Est-ce qu'il faut des fois prendre des pauses ou ça? Non, 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 il faut écouter. Bah, si on prend l'homme de Cro-Magnon, quand il se réveillait le matin, il n'avait pas de petit déjeuner qui l'attendait. Hein. Tout à fait. Et même une femme à cette époque-là, qui était enceinte, elle n'avait pas à manger aussi le matin. Hein, parce qu'on me pose des fois la question. Après, il faut s'écouter, il faut savoir dans quel état on est. Voilà. Il ne faut pas le faire en se forçant. Hein. Il faut le faire parce qu'on a des bénéfices. Donc, Surtout qu'à force de le faire, on apprend à se connaître, on sait comment il faut le faire, comment le faire. Et puis, bien sûr, il faut lire, il faut se renseigner et aller voir aussi certains experts. voilà, et puis voilà, moi ça m'arrive quand je fais, enfin moi j'aime bien faire des courses de longue distance, donc je peux des fois faire des entraînements de 30 km. Ça m'arrive de manger 3 fois à ce moment-là quand j'ai fait énormément de sport, d'activités d'endurance. Voilà. Ouais. Mais ça m'arrive pas non plus, c'est quand même assez rare. Voilà. Et pour aller donc suivre un peu sur ce sujet-là, avant d'aller donc directement sur ensuite vraiment rester sur l'alimentation pauvre en glucides. Donc par rapport aux jeunes, est-ce que donc il y a des carences? Souvent on parle donc des carences qu'il faut
plutôt donc rajouter du sel dans ces éléments, surtout du sel d'Himalaya ou du sel de Guérande, ou qu'est-ce qu'on dit, électrolyse. Est-ce que c'est vraiment important ou c'est des bêtises? Non, c'est important en fait. C'est les électrolytes, hein, c'est-à-dire les minéraux, pour faire simple, dire sodium, magnésium, potassium, essentiellement. Hein, c'est les trois. Le potassium, on va l'avoir dans les légumes. Donc, il faut manger des légumes, les Les légumes avocats. verts, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est important que ce ne soit pas une alimentation cétogène, qui soit juste à base de viande et de fromage. Il faut qu'il y ait des légumes, comme actuellement du chou, des poireaux, des blettes, voilà. Et quand c'est la saison, les courgettes, les aubergines, l'été, par exemple. Hein. En plus c'est l'avantage de ce que tu viens de dire, parce que moi, il y a des fruits, il y a des légumes que je mangeais pas. Je pensais être malin parce que j'étais végétarien, mais en faisant la jeûne et l'alimentation cétogène, j'ai découvert des légumes que je mangeais pas, parce que j'ai Ouais. pris des livres de recettes et je me suis découvert des trucs. Mais, je passais devant tous les jours, je me disais, ah non, j'ai pas l'habitude de manger ça, donc je mangeais comme tout le monde du concombre, des poireaux tout classiques. Les navets, j'en mangeais pas. Il y a plein de trucs que je ne mangeais pas, et comme Mmh. j'ai limité, il y a plus de riz, plus de pâtes, plus de céréales, donc j'ai dû aller chercher d'autres éléments verts pour changer. Et en fin de compte, je me suis découvert que quand on dit qu'on n'a rien à manger, c'est faux. Ah bah Il ouais, non, il y y a a plein de tellement de choses. choix que, bah oui, voilà. Il y a beaucoup de choses, effectivement, et c'est juste que, en fait, c'est vrai que mais c'est souvent les gens mangent toujours la même chose, hein. Du poulet, des pâtes, je sais pas, mais Des certainement pizzas, des des frites. pizzas, des frites, enfin voilà, et du riz, et puis un steak, et puis je sais pas, mais c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, donc c'est pas très diversifié, et c'est plutôt là où on a beaucoup de carences. Et par Hein. rapport à ce que tu dis, parce que tous les légumes qui sont souvent très très verts, en fin de compte, il y a autant de protéines, autant d'éléments en fin de compte dont on a besoin, des minéraux qu'on a besoin et des macros et tous les éléments. Mais comme on n'en fait pas la pub, on pense que c'est pas bien. Mais quand on prend un concombre, quand on prend je me suis mis à remanger dernièrement des choux de Bruxelles. Voilà. Ouais. Il y a plein d'éléments comme ça. C'est quand on garde, on tourne le paquet, on voit les éléments intérieurs. Il y a autant que dans les éléments qu'on nous donne à manger dans le commerce qui n'ont. Ah bah non, il y en a plus, parce que Voilà. faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, les gens sont hyper carencés parce que on a une densité nutritionnelle qui est très appauvrie. La densité nutritionnelle, c'est quand vous choisissez un aliment, combien il y a de vitamines, de minéraux dedans. C'est pas juste regarder les calories, les glucides, les protéines et les graisses, en fait. C'est les vitamines et les minéraux. Quand on mange, par exemple, une noix, quel que soit l'oléagineux, une noix, une noisette, une noix de Grenoble, ou ce que vous voulez, une amande, il y a des protéines, il y a tous les acides aminés d'ailleurs, il y a des bonnes graisses, et puis il y a toutes les vitamines et minéraux. Hein. Il y a même la vitamine E qui est antioxydante. Jamais on va trouver ça dans un produit transformé. Hein. Jamais. Hein, j'ai pris un exemple, mais c'est pareil, tout ce qui est non Non, non, transformé, brut, c'est dedans qu'il y a la meilleure densité nutritionnelle. Et il faut bien savoir que quand le corps n'a pas sa densité nutritionnelle, il manque ses vitamines, ses minéraux, et ben, il va manger plus. Hein. Donc, effectivement, dans une pizza, il n'y a que du sucre. Il faut bien savoir que les glucides, c'est peut-être pas toujours très clair, mais quand ils sont digérés par nos enzymes, ils arrivent sur la muqueuse intestinale, c'est du sucre parce que le corps connaît que 3 briques qui rentrent à l'intérieur. Ces acides aminés qui viennent de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, peu importe, puisqu'on n'a pas besoin de protéines, on a besoin d'acides aminés, donc rien à voir. On a besoin d'acides gras, ça vient de graisse qu'on va manger, on va récupérer les petites molécules, c'est comme si c'était des perles. Et puis, ils récupèrent les molécules d'eau, c'est-à-dire les molécules de sucre qui viennent soit du pain, soit de la farine, des aliments qu'on mange, voilà, soit du sucre, du miel, etc. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, on concentre beaucoup cette molécule. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la seconde, on renouvelle 3 200 000 cellules à la seconde. Donc, on n'est jamais Ah la même ouais, personne. Donc, on peut d'accord. toujours, rien n'est jamais perdu. Hein. En une journée, on renouvelle 20 milliards de cellules. Donc, on n'est jamais la même personne. On est toujours comme on est toujours un chantier en construction. Hein, mais il faut apporter. Et les vitamines et les minéraux, c'est des cofacteurs, c'est-à-dire ils sont là pour faire en sorte que les enzymes qui permettent des réactions chimiques. Hein, une enzyme, c'est quelque chose, c'est ce qu'on en produit le plus dans le corps. Et c'est ce qui permet qu'une réaction chimique, au lieu de se faire en 10 ans, elle se fait en 2 secondes. Et pour ça, il faut par exemple du fer, il faut du magnésium, ça dépend de l'enzyme, il faut telle vitamine, de la B12 ou de la B9 ou de la B1. Donc tout fonctionne comme ça.
hein. Mais si on mange des aliments, le sucre blanc par exemple, et c'est que du sucre, il y a zéro, zéro, zéro vitamine. Bon, Zéro. je pense que là, il y a pas de doute, hein, les gens sont au courant, même si Euh, j'arrive pas à comprendre comment les gens. Mais bon, moi, à mon âge, j'arrête de juger, donc je comprends pas pourquoi les gens me rajoutent du sucre dans leur aliment. Mais bon, ça tombe bien que tu aies parlé de ça parce que j'ai fait un épisode, le premier épisode avec Fardet, voilà, Anthony Fardet, donc sur les aliments ultra transformés. Donc je mettrai le lien pour ouais. ceux qui veulent écouter. Donc c'est vrai que si on commence que par là, si on tourne les paquets, on évite les je sais pas quoi, ou dès qu'il y a un truc qu'on comprend pas, on le met de côté. Donc déjà, on fait la moitié du boulot. Le jeûne, on vient d'en parler. Et donc là, j'aimerais qu'on aille un peu plus profondément dans l'alimentation pauvre en glucides, low carb ou céto. Et Mmh. moi, quand j'ai commencé ça, et surtout quand on faisait les courses avec madame, elle m'a dit, mais c'est bien ton truc, mais c'est super cher. Quand je prenais des grands packs d'huile de lait ou je prenais du coco, de l'avocat, elle me dit, mais c'est super cher. Je dis, oui, mais comme je mange moins, c'est pas gênant. Mmh. Et par rapport à ce que tu as dit, parce que même moi, j'aimais pas, c'est marrant, j'aimais pas trop les noix de Grenoble. Maintenant, je suis devenu un fan parce qu'on m'a dit que Mmh. c'était bien. Donc moi, je marche un peu comme ça. J'ai la chance de shifter mon cerveau vers ce qui est bon, entre parenthèses. Et donc, même si je continue malheureusement à manger beaucoup de cacahuètes, on m'a dit que c'est pas bon pour moi. Mais bon, j'ai encore des mauvais réflexes. Donc, Bon, la cacahuète, c'est pas si mauvais que ça, faut pas dire ça. Ouais. oui, mais moi, je pense que pour moi, j'ai des réactions intestinales qui ne sont pas bonnes par rapport à ça. Et j'en mange beaucoup. Ah, Donc, voilà. Et moi, pense beaucoup trop. Parce que ah, je suis comme je ne te l'ai pas dit, mais je l'ai dit dans un autre épisode, j'aime bien grignoter. Même que quand je suis en cétose, comme je travaille à la maison et près du frigo, même si je suis en général discipliné, des fois, je me dis, bon, moi, c'est pas grave, je suis en bonne santé, j'ai pas de problème, je peux me permettre de grignoter. ah non, Donc, faut pas faire ça. Ouais. Mmh. donc des fois, en général, bon, bah, je remplis mes plats et je mange sur plutôt 1 heure. Alors, une astuce que je donne à mes patients, c'est de prendre une boisson grasse, c'est-à-dire de prendre par exemple un petit peu de cacao, de chocolat sans sucre avec un peu d'eau chaude et mettre un peu d'huile TCM, hein, qui provient Ah, ça de tombe. coco. L'huile de coco, si on n'a pas d'huile TCM, l'huile TCM, ça permet de booster la cétose, de fabriquer plus de ces molécules dont le foie, enfin, dont le cœur, les muscles et le cerveau sont friands, hein, mais ça coupe la faim. Hein. Au lieu de manger des oléagineux, c'est de prendre une boisson grasse. Hein. Ce que je fais, mais je suis pas fan. Et j'en parlais sur l'épisode numéro 3 Ben, avec sinon, il y a la poudre TCM. La poudre, c'est assez sympa. poudre Il TCM. n'y a Non, pas que l'huile. en fond, c'est pas TCM parce que je l'ai pas essayé, parce que dans l'épisode que j'ai fait spécialement cétose, c'était assez technique. Elle, pareil, elle n'est pas fan de ça, parce que c'était un peu la mode américaine, on met du beurre ou du truc dans son café. Moi, j'ai essayé, je le fais, mais je suis pas fan, surtout que j'ai dû arrêter le thé, parce que j'avais des problèmes en fer. Donc, j'ai dû arrêter Ouais. le thé, même si je mange beaucoup de chocolat noir, même si bah, j'avais des petites carences, donc je continue comme beaucoup à prendre de la spiruline. Moi, ça m'aide un peu de ce côté-là. Je le fais un peu des fois, hein, mais je suis pas fan de me le rajouter. Alors, les carences en fer, elles sont dues soit à une hypochloridrie, hein, Ouais. soit à une malabsorption et une inflammation au niveau intestinal. L'hypochloridrie, c'est très simple à vérifier. Je vais prendre un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau le matin à jeun. C'est marrant, Marion Kaplan m'en a parlé il y a 2 semaines, pareil. Et ben là, voilà. Et je l'ai pas encore fait, hein, je l'ai pas encore fait. Un quart dans un verre d'eau à jeun. Et là, directement, on doit faire un roux en moins de 30 secondes. Si on n'en fait pas, Donc toi, tu me dis dans un verre d'eau à jeun, parce que moi, heureusement que je l'ai pas fait. Je pensais qu'il fallait l'avaler comme ça. non, c'est le matin à jeun parce qu'en fait, quand on se réveille, on doit avoir de l'acide dans l'estomac. Et c'est D'accord. la digestion des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, ça se fait avec de l'acide. Donc Mais ce pH. moi, ce que je lui avais dit, c'est que moi, j'ai rajouté, parce que j'ai compris quand j'ai écouté aussi plein d'épisodes d'experts anglo-saxons, que j'avais peut-être un problème enfin, j'oublie le terme, enfin, une porosité intestinale, c'est ça? Parce que Oui, mais, voilà. mais la porosité intestinale, elle peut venir de ton intestin, de ton estomac. Oui, non, mais c'est pour ça que moi, le matin, comme d'abord, je suis toujours à jeun, je prends toujours donc du cidre de pomme. Attends, Mhm. du vinaigre de pomme à jeun. Et Ouais. je prends un peu donc un grand verre d'eau avec donc un peu de citron. Et des fois, je prends donc des tisanes de gingembre. Donc, j'ai l'impression que ça m'a aidé un petit peu. Après, je sais pas si c'est totalement. Mais bon, tant qu'à faire, je vais arrêter de réfléchir. Je vais aller tester ton test là. C'est Euh, juste une fois, hein, c'est juste à faire une fois. Et normalement, on fait un roux directement dans moins de 30 secondes. Si on le fait plus, si c'est beaucoup plus long, si on vient bah, pas, on vient de voir. c'est qu'on n'a pas assez d'acide dans l'estomac. Après, il faudra chercher la cause. Hein, Mhm. mais déjà, ça explique les carences en fer. Et si on n'a pas d'acide, on va mal découper les protéines, on va créer un déséquilibre parce qu'on va nourrir des mauvaises bactéries qui vont se nourrir de ces protéines, ça s'appelle des bactéries de putréfaction,
Et ça va créer de l'inflammation au niveau de l'intestin qui, là, va aussi entraîner de malabsorption. Mais l'origine aura été l'estomac. Donc, même si, alors ça tombe bien, quand là, on va encore rentrer dans le sujet, donc je fais le jeûne, je suis en alimentation cétogène, des fois je suis en céto, des fois je suis plutôt en low carb, et même avec tout ça, il faut quand même que je règle encore des problèmes. Donc, comme quoi, en fin de compte, on s'arrête jamais alors. Eh bien, oui, parce que non, parce que l'alimentation cétogène, après, il faut l'adapter justement, c'est pour ça à la personne. Hein. Par exemple, moi, je travaille avec des personnes qui vont pas avoir de vésicule biliaire, donc qui vont moins bien digérer les graisses. Donc, il faut aussi gérer ça, pour voir comment on fait. Si on digère pas bien les protéines parce qu'on n'a pas d'acide dans l'estomac, bah, ça va. Voilà, il faut régler ce problème, il faut travailler dessus. Donc, c'est ce qu'on fait en micronutrition. Donc, on va regarder ça de manière plus. C'est pour ça qu'on peut pas mettre en place une alimentation cétogène identique à tout le monde. Et dire que c'est ça et il n'existe que ça et c'est super bien pour tout le monde. Non, il faut vraiment l'adapter et regarder par rapport au processus inflammatoire, par rapport aux réactions, par rapport à l'état du microbiote et traiter et travailler dessus. Donc, même si Mais j'en ai. c'est vrai que l'alimentation cétogène, elle agit déjà sur beaucoup de choses parce que sur l'insuline, sur ces molécules, donc l'acétoacétate et bêta-hydroxybutyrate qui sont aussi anti-inflammatoires, qui sont intéressantes justement pour le cerveau et les muscles. Mais si on digère mal les protéines parce qu'on n'a pas d'acide dans l'estomac ou on a un dysfonctionnement là-dessus, il faut travailler en plus là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les protéines. C'est qu'il faut comprendre d'où vient. Est-ce que c'est dû au stress? Est-ce que c'est parce qu'on ne mastique pas? Est-ce qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement au niveau de l'estomac à regarder de plus près, hein? Et qu'est-ce Et que tu après, penses, toi, parce que là, je t'en ai parlé indirectement un peu avant, tu penses des suppléments? Est-ce qu'automatiquement, quand on est en jeûne et en alimentation low carb, on n'a pas besoin de supplémentation ou certains, on peut se faire aider en ajoutant des éléments, que ce soit B12, que ce soit TCM? Voilà. bah, les TCM, pour moi, c'est pas un complément, hein. Ouais. C'est une huile, donc c'est intéressant. Ouais, mais il y a plein Par de gens contre, c'est pour ça que je te dis ça, mais après je vais te laisser parler. Il y a plein de gens qui disent que c'est plutôt un business. Partout quand on va sur les vidéos, on voit MCG All, TCM. On se dit, est-ce que c'est pas un surbuzz quand on va ah non, 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 surtout quand on va près de la bouteille, on se dit, mais est-ce qu'on peut pas juste prendre l'huile de coco classique et on la met dans. Voilà, c'est fini. non, non, non. En fait, si tu prends la TCM C8, par exemple, c'est de l'acide caprylique pur. C'est puissamment antiviral, antifongique, antibactérien. Donc, c'est D'accord. intéressant justement pour toutes les personnes qui ont des ballonnements, des SIBO, des gonflements et tout ce qui est candidat. Hein, et puis plus antiviral, donc c'est intéressant actuellement. Et ça booste la cétose parce que c'est pas, en fait, tu vois, aussi des personnes qui vont pas mal digérer les graisses, c'est pas une graisse. La C8, l'acide caprylique, il y en a 5% dans l'huile de coco. Hein. D'accord. Moi, j'utilise l'huile de coco dans ma cuisson et je vais utiliser un peu d'huile TCM par jour à un repas, soit en boisson grasse, soit directement dans un repas. Je vais mettre ça dans D'accord. une salade, sur un légume, voilà, parce qu'on peut chauffer jusqu'à 100 degrés. Hein. Mais Ok. non, ça a des propriétés complètement différentes. Et c'est pas un business, voilà, c'est des molécules et ça passe pas par les. Pour digérer des graisses, il faut en fait de la bile. Hein. Il faut fabriquer de la bile. Il faut des sels biliaires et ça passe par le système lymphatique. Quand on prend l'huile TCM, d'ailleurs on le voit, c'est pas gras, ça n'a pas de goût, c'est liquide. C'est pas du tout, c'est des molécules. Quand on parle de C8, c'est qu'il y a 8 atomes de carbone. Hein, dans le sucre, il y en a 6. Donc c'est très proche en termes de molécules. Et en fait, ça passe directement dans le sang. Et voilà, il y a énormément d'études qui ont été faites où ça augmente les corps cétoniques. Et Hein. c'est un boost d'énergie parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ça va plus rapidement en fait, dans le sang. Donc c'est. Ah bah, c'est intéressant aussi parce on peut pas manger avant. Si on veut manger, je sais pas, on mange le midi, qu'on veut aller faire du sport l'après-midi. Si on mange trop gras, ben, on va avoir du mal à digérer. Cette huile-là, en fait, on peut la prendre. C'est pas gras, quoi. Ça reste pas sur l'estomac, quoi. D'accord. Enfin, quand je disais buzz, que je comprends ce que peut-être je l'ai mal dit, c'est que certains disent, Je pas. certains Ouais. disent que c'est quand ils font la promotion de l'alimentation cétogène que c'est indispensable, qu'on peut pas faire sans. C'est plus ça. Ah, si, on peut faire ça. Voilà, donc voilà, on s'est compris alors voilà. Mais, Mais c'est intéressant sur plein de points de vue. Voilà. d'accord. Hein. Et donc là, je vais un peu te fâcher.
Parce qu'on a parlé plein de choses. Donc, avant de te fâcher, non. Voilà. Alors, donne-moi, donc là, tu nous as donné donc, le TCM. Est-ce qu'il y a des aliments que tu conseillerais qu'on doit faire un tableau obligatoire qu'il faut manger dans l'alimentation cétogène ou low carb? Bah, je dirais pas que dans l'alimentation cétogène ou low carb, dans l'alimentation, ce qui est hyper important et dont les gens sont hyper carencés, c'est les oméga 3. Donc, Ouais, les oméga 3, on l'a sous forme d'acide alpha-linolénique dans les végétaux, comme l'huile de cameline, dans l'huile de chanvre, les graines de chanvre, les graines de lin, les graines de chia. Ça, il faut en apporter dans son alimentation tous les jours parce que c'est un acide gras essentiel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le fabriquer et qui a une d'accord. action sur tous les processus inflammatoires. Et il faut qu'il soit transformé en EPA, en DHA. L'EPA, c'est l'acide eicosapentaénoïque. Le taux de conversion est très bas. C'est pour ça que si on est, moi, je ne mange pas, soit il faut manger des petits poissons, sardines, maquereaux, anchois, c'est ce que Oui, je recommande pour avoir ces EPA, DHA. Et si on n'en mange pas, ce qui est mon cas, c'est de prendre du Chytiotrium. C'est une microalgue, donc ça, c'est un complément. Euh, Chytiotrium. ouais, tout à fait, ouais. Donc, voilà, moi, je prends 2 grammes par jour parce que c'est des molécules hyper importantes pour la santé. Voilà, ça, c'est essentiel. Et puis après, par rapport aux compléments, ça dépend complètement des dysfonctionnements, des carences de la personne. Voilà. Mais ça, voilà, ça, c'est quelque chose dont 3/4, 90% des gens sont carencés. Et sur les électrolytes, on n'avait pas terminé tout à l'heure, mais Oui, c'est important parce que c'est diurétique. On n'est pas obligé de le prendre sous forme de complément. Il suffit, moi j'utilise du miso ou du tamari, ou du isotamarin, sel. oui. Ouais, miso, tamari, sel. Et puis après, le magnésium, il y en a dans le chocolat noir, il y en a dans les oléagineux et le potassium dans les légumes. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. D'accord. Donc, faut juste s'écouter, bien faire attention. Donc là, je vais te fâcher un petit peu. Enfin, je Bon. pense, hein. Tu sais, parce que toi, tu parles donc beaucoup donc d'hypotoxiques, tu parles donc d'alimentation donc plutôt végétale. Actuellement, il y a une mode et j'ai l'impression qui a suivi donc l'alimentation low carb et cétogène aux États-Unis, qui est le carnivore. Et moi, qui suis végétarien, bon, automatiquement, j'y pense pas grand-chose. Même si quand on regarde bien la composition donc d'une viande, c'est vrai qu'il y a pas de sucre. Euh, Oui, il y a mais là, il va y Ah, avoir des carences, il va y avoir des carences importantes. t'as vu, j'ai vu que tu as rebondi, je le savais. Je t'écoute. Non, mais moi, j'ai des chats chez moi. J'ai des chats et j'ai un malamute qui est un chien qui est proche du loup. Pour ce type, l'espèce vivante, je veux dire, il n'y a pas de souci. Ils sont faits pour. Ils ont les enzymes, ils ont le tube digestif pour. Et encore, ils mangent des végétaux. Un chat, ça se purge, ça mange des légumes ou en tous les cas de l'herbe. Et un chien aussi. Donc, ils ne sont pas carnivores à 100%. Sinon, ils auraient des problèmes de constipation. Voilà. Donc, non, le problème, c'est que quand on mange, que ce soit même si on mange trop de protéines, et qu'on mange que des protéines, que ce soit animal ou végétal, ce serait le même problème d'ailleurs. On va dépasser ses capacités d'absorption et on va nourrir là beaucoup, beaucoup de bactéries de putréfaction. Donc, soit pour être carnivore, il faut avoir un chat, par exemple, il a un taux d'acide dans l'estomac qui est énorme, qui n'a rien à voir avec l'être humain. Et comme je le dis, il y a beaucoup de personnes qui ont pratiquement plus ou très peu d'acide dans l'estomac. Donc là, ça serait catastrophique. C'est comme quand on prend beaucoup dans la musculation de whey, de protéines, voilà, de petits laits, où on peut avoir en fait le ventre qui gonfle, avoir des gaz malodorants. Ça veut dire qu'on ne l'a pas absorbé et qu'on nourrit des bactéries de putréfaction qui font des cadavérines, donc des toxines hyper toxiques pour le foie et l'organisme. Donc, je vais dire, si on est un être humain et qu'on a beaucoup d'acide et qu'on est fait pour manger de la viande en permanence, pourquoi pas, mais ce n'est pas la majorité des personnes. D'accord. Et ça crée des carences parce qu'il faut apporter des vitamines, des minéraux, il faut des fibres. Les bonnes bactéries, c'est-à-dire les lactobacilles, lactocoques, qui sont les bonnes bactéries qui font notre immunité, qui fabriquent des acides gras à chaîne courte comme du butyrate, qui est un puissant anti-inflammatoire, anti-cancer, ils nourrissent que de fibres et polyphénols. Et les fibres, c'est pas dans la viande, c'est pas dans les protéines. Voilà, il faut des fibres. Et normalement, on devrait manger 40 grammes de fibres par jour. C'est hyper important si on veut refaire son microbiote, son intestin. Parlons donc Donc, en parlant je pense que là, ça ne va pas durer très longtemps cet effet parce que voilà, ça crée plein de problèmes au niveau santé. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir mieux en mangeant comme ça au début,
Et ça veut dire qu'ils ont une très grosse dysbiose de fermentation et de candidose. Bah, surtout, Donc, ça peut les soulager au surtout, début, surtout, je pense dans effectivement. dans leur cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont automatiquement, s'ils prennent des viandes grasses, est-ce que ça change ou il n'y a pas de différence? Il n'y aura pas les fibres. Ah bah, Il n'y aura pas les si fibres. à côté ils mettent les fibres, bah, moi, tu vois, je suis en train de défendre ce qui pour moi est indéfendable parce que je mange pas de viande, mais si à côté ils mangent beaucoup de brocolis, de concombres et autres, donc, est-ce que ça. Ah, là, c'est plus un régime carnivore. Hein. Je sais pas, en fait, c'est quoi, j'en parle, mais j'ai jamais été, parce que comme ça m'intéresse pas, mais je vois que tout le monde en parle, j'en parle, parce que ça se rapproche Là, d'un. un régime carnivore, c'est Ah, qu'ils donc les carnivores, ils ne mangent pas de légumes. ouais, ils mangent pas de légumes. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, bon, Il y a eu je d'ailleurs pense qu'on a fermé un... le sujet. Ouais. Et il y a un chanteur, je me souviens plus de son nom, mais justement qui avait fait ça. Oui, Et, il a attrapé le scorbut, donc il a arrêté. d'accord. C'est quoi le scorbut? Et ben, c'est une carence en vitamine C. D'accord, ok. Et ben, Oh, lui, il mangeait plus de végétaux. tu vois, j'avais entendu le terme, j'ai jamais été vraiment chercher. Je me suis Eh dit, oui, ça ouais, m'intéresse ouais. pas. Et en fin de compte, bah, voilà, c'est énorme. Ouais, ok, bon, Ouais. bah, ouais, Donc il a stoppé. Voilà, en fait, on peut manger de la viande, hein, même, c'est pas le souci, mais il faut que ce soit une viande qui soit élevée en plein air et pas nourrie avec des tourteaux de maïs ou de soja OGM qui viennent du Brésil non, mais via t'as Monsanto, dit, etc. même quand t'as dit, si tu manges que ça, c'est pas. Après, je veux pas juger parce que j'aime Ah pas. non, manger que ça c'est une aberration. Hein. Ça, Ouais, ça va créer que des problèmes dans l'organisme. Hein. Voilà. d'accord. Mais après, voilà, hein, il y a. Bah, surtout que moi, on m'a toujours dit que j'ai entendu que quand on mange des protéines, quand on dépasse, je crois que ça dépend après des personnes, de leur poids, de leur taille, quand on a atteint donc, son taux de protéines qu'on peut assimiler, automatiquement on le stocke et ça va se transformer en glucides. Est-ce que c'est une bêtise ou c'est vrai? Oui, oui, si on en mange un peu trop, oui. Après, ça dépend de la masse musculaire de la personne, mais c'est surtout, je dirais que c'est pas ça pour moi, crée plus de problèmes, c'est qu'il faut les digérer et qu'on a une capacité d'absorption. C'est comme quand on mange trop de féculents ou de sucre, hein, et ça passe plus par la muqueuse parce qu'il faut absorber ce qu'on mange hein, pour que ça soit utilisé par nos cellules, voilà, pour refaire des nouvelles cellules. Ce que je disais tout à l'heure, qu'on refaisait 2 300 000 cellules à la seconde. Si ça passe pas, c'est pas absorbé, ça nourrit des bactéries pathogènes hein, qui peuvent créer. Il y a des bactéries de putréfaction, par exemple, c'est des bactéries qui mangent des acides aminés, qui vont manger le tryptophane, qui est un acide aminé hyper important parce que c'est le précurseur de la sérotonine, donc d'être bien, d'être zen, de ne pas être dépressif. Et la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone qu'on doit fabriquer, le neurotransmetteur qu'on doit fabriquer pour dormir. Donc, on peut se retrouver donc avec voilà, des dépressions, des problèmes au niveau du système nerveux, des problèmes d'agressivité et en plus devenir insomniaque, mal dormir, etc. Hein, ça, c'est lié à ces bactéries de putréfaction. Et ça, le fait de manger trop de protéines ou de mal les absorber. Hein, parce qu'on peut, c'est assez complexe, hein, parce qu'on peut ne pas manger beaucoup de protéines et ne pas arriver à les utiliser. C'est pas parce qu'on mange quelque chose ou qu'on prend un complément qu'on l'absorbe. Il faut que le tube digestif il fonctionne au bon endroit et que tous les mécanismes fonctionnent. D'où l'importance d'avoir beaucoup d'acidité et d'avoir un bon Pour les, intestin. proté... pour les protéines, oui. La digestion des protéines, essentielle, il faut un pH entre 1 et 3 dans l'estomac et ça va lancer l'activation d'enzymes comme la pepsine, les enzymes, c'est comme des petits ciseaux qui vont découper les protéines. Mais si on n'a pas ce pH, ça va créer des problèmes en cascade, parce qu'il faut bien comprendre que la digestion, c'est un travail à la chaîne, comme à l'usine. S'il y a une étape qui ne se fait pas, ce n'est pas les étapes d'après qui vont rattraper. Hein, la pièce, elle arrive, elle n'est pas bonne, quoi. Et si on prend donc la pepsine en complément, tout à l'heure tu disais que c'était pas une obligation, mais si on le prend en complément. Eh ben, il faut déjà comprendre pourquoi. Ouais. Il faut peut-être remettre de l'acide pour que le corps refabrique de la pepsine, etc. Hein. Donc comment on fait donc pour racheter de l'acidité? Alors pour avoir, que là on en a, Eh ben, il existe des compléments de bétaïne HCl. ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des enzymes protéolytiques hein, qui sont à base de papaïne, de bromélaïne. Il y a de la pepsine, effectivement, mais il faut déjà, voilà, il faut savoir si le problème vient là. Mais oui, effectivement, on peut travailler là-dessus. Mais si on le fait Voilà. pour le faire naturellement l'acidité, si on ne veut pas prendre plein de produits, il y a quel type d'aliment qu'on peut manger pour améliorer l'acidité de.
de Eh notre ben, il faut système. déjà comprendre pourquoi on n'a pas d'acide, parce que c'est pas normal, hein. Ça peut être dû au fait qu'on a des mauvaises bactéries qui sont remontées du tube digestif dans l'estomac, qui ont changé le pH. Donc, il faut traiter la dysbiose. Et ça, c'est des tests. On regarde le microbiote. Moi, je travaille avec c'est une analyse d'urine. On regarde les métabolites fongiques et bactériens, que ce soit des bactéries de putréfaction ou de fermentation. Et quand on voit où vient le problème, après on traite avec différentes plantes, huiles essentielles ou différents protocoles en fonction de la problématique. Ça, Enfin, c'est pas un il faut chercher la cause, Ben moi, hein. j'ai vu dernièrement un documentaire dessus. C'était un peu, en plus, je l'ai vu avec mes enfants, donc ils étaient un peu choqués. Où une mode aux États-Unis, c'est d'avoir donc d'aller dans une banque de bactéries où les gens ont été à la selle, ceux qui ont des bons intestins, et ils prennent des morceaux. Je crois, ils traitent avec des morceaux de caca, hein, par une Non, banque c'est une alimentaire. C'est transplantation transplantation. fécale. D'accord. Ouais, transplantation fécale. Oui, Et, on le fait bon, aussi en France, hein. on a un peu débordé, mais je connaissais pas. Moi, j'y connais rien, donc moi, j'apprends. Le podcast, il est pour moi, donc. Je connais déjà, je suis intéressé, mais là, j'apprends encore plein de trucs. Même là, je pense que certains vont être choqués parce que tu as donné tellement de termes, donc je vais essayer de les mettre dans le lien, mais je les enverrai vers toi. Ouais, je sais, ça peut être un peu technique, mais c'est important parce que J'ai si je simplifie trop, bah, ça va être faux en fait, hein. j'ai Donc, il faut essayé, quand j'ai même essayé de, garder des choses. j'ai essayé de simplifier, mais là, ça va être compliqué. Mais bon, au moins, ils ont la base, c'est ça qu'il faut tenter. Ils savent c'est quoi le jeûne, ils ont compris le jeûne, qu'il faut manger donc moins sucré, j'allais dire moins gras, Et il non, y a moins sucré. plein de sujets, mais la transplantation fécale, on le fait que dans des cas assez graves, c'est utilisé. Parce que, en fait, aujourd'hui, on ne maîtrise pas très bien le processus, parce que quand on prend les selles d'une personne, on ne sait pas les virus qu'elle a. Parce qu'on a aussi, c'est pour ça que je peux amener encore une complexité, c'est qu'on a un microbiote, c'est toutes les bactéries, hein, 100 000 milliards de bactéries, hein, ça fait 2 kilos, plus gros que le cerveau, 10 fois plus que nos cellules. Mais on a aussi un virome, c'est-à-dire on a un écosystème avec tous les virus qu'on a eu depuis son enfance, qu'on a pour toute notre vie, hein. Et notre système immunitaire, il doit normalement les mettre dans un placard à balai. Et si on a un bon système immunitaire, ils ne ressortent pas, hein. Il y a des gens qui font un zona ou un herpès sur les lèvres, ou, voilà, parce qu'ils sont stressés, ils sont surmenage, ils travaillent trop, parce que leur système immunitaire, il chute, hein. C'est juste la preuve que les virus sont toujours présents. Et en fait, quand on prend les selles d'une personne, même si elle a des belles selles bien moulées, etc., qu'elle a l'air en bonne santé, voilà, on met aussi son virome. Donc, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc, c'est pas si anodin. Et puis, si vous changez pas votre alimentation, ces bonnes bactéries, elles avaient l'habitude d'être sur un porteur qui mangeait beaucoup de légumes, etc., et qui avait une alimentation saine. Et si c'est pas votre cas, au bout de ça va être miraculeux pendant 2 mois, puis après, ça va être catastrophique, hein. C'est comme, je dis toujours, les moustiques, ils sont quand il y a de l'eau, hein. Donc, si on change, ce que je veux dire, c'est que ça se développe en fonction du terrain dans lequel on est. Donc, si vous arrêtez de nourrir les bonnes bactéries parce que vous mangez voilà, des choses très transformées ou très sucrées, etc., j'en sais rien, bah, ces bactéries, elles vont pas survivre. Parce qu'une bactérie, ça vit 3 jours, c'est en permanence en renouvellement. Et justement, notre nourriture, c'est la nourriture. En fonction de ce que l'on mange, on n'a pas le même microbiote. Quelqu'un qui est vegan n'a rien à voir avec quelqu'un qui est carnivore comme microbiote, non? Donc, voilà, hein, mais c'est très complexe, hein, on pourrait en parler des heures, effectivement. Tout à fait, bah, c'est pour ça qu'on avait prévu plus de temps, mais là, alors, malheureusement, on est en cours de temps, donc je te réinviterai, pas un problème. Sinon, je mettrai les liens pour que les gens aillent lire tes livres, hein. Je vais on va mettre tant qu'à faire, on va en citer quelques-uns. Mhm. Bah, J'ai, il y a j'ai- la Bible de l'alimentation cétogène hypotoxique qui est assez, voilà. où il y a beaucoup de choses. Et puis mon dernier livre qui est les 200 recettes cétogènes hypotoxiques. Là, c'est des recettes. Voilà, c'est simple, mais voilà, pour aider justement à voir puis vers où il faut aller. Voilà. Mais moi, j'avoue que ça m'a bien aidé. C'est pas le tien, mais c'est un autre que j'ai pris. Et c'est vrai que moi, la grande difficulté au début de l'alimentation cétogène, c'était le pain. Mais donc, j'ai dû faire mon pain au coco, et enfin, pain paléo, donc faire mon propre pain. Mhm. Et après, faire d'autres recettes parce que les pizzas, je peux pas en prendre. J'adorais ça. Donc, maintenant, je dois faire mes pizzas. Et donc, oui, avec la farine de Oui, coco, après, la farine d'amande. il faut faire soi-même son pain, ses pâtes, etc. Enfin, effectivement, ça demande à faire soi-même. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, ben, merci pour toutes ces bonnes informations. Est-ce que tu as des trucs à rajouter que j'ai oublié de te poser parce que je t'ai un peu coupé beaucoup de fois, mais même beaucoup, je crois. Non, pas de souci. Après, bah, justement, en parlant de là-dessus, moi, j'ai créé avec mon compagnon, j'ai créé une petite boutique en ligne qui s'appelle nutri-beautiful.com, qui est toute Oui. petite, hein.
Et on met dessus, donc elle est 100% végane, parce qu'effectivement, mais surtout, elle est très pauvre en glucides. Donc, on a mis beaucoup de produits qu'on ne trouve pas justement dans le commerce, qui sont intéressants, justement quand on a du mal ou qu'on doit mettre en place cette alimentation. Je m'occupe d'enfants aussi qui doivent être en cétogène, dans l'épilepsie ou voilà, dans des problématiques particulières. Donc voilà, on a mis, c'est pas quelque chose, c'est une toute petite boutique, il n'y a pas de publicité, mais voilà, je voulais en parler parce que il y a du pain, justement, il y a des choses qu'on a du mal à faire et qui peuvent aider à maintenir. Voilà. Parfait. Redonne le site Nutri-du-6, tu m'as dit après? Beautiful, BEAUTUFUL.com. Ok, parfait. Donc, tout cas, je mettrai le lien. Et puis, Super, parfait. merci. Olivia, grand merci. Merci à toi et puis bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc, si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc, note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc, monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.